Alors, je vais commencer à vous dérouler un petit peu l'intérêt et le thème en tout cas de cette présentation. On va intervenir sur une présentation d'un nouveau produit qui est sorti il y a très peu de temps chez Fluke, qui est un produit assez novateur, au sens où c'est un produit qui prend au sens large en compte toute la partie efficacité énergétique sur un site industriel. Alors, que ce soit sur des produits qu'on connaît déjà chez Fluke dans les séries des Fluke 434, 435 et des développements qu'on commence à voir, mais là on rajoute donc à toutes ces fonctionnalités donc de suivi des puissances, de la qualité du produit d'électricité, une fonctionnalité qu'à ma connaissance aucun produit ne peut proposer aujourd'hui, c'est de réaliser en fait une analyse, un suivi du comportement d'un moteur électrique asynchrone, alors qu'il soit en mode direct ou qu'il soit derrière un variateur de vitesse, et d'en calculer donc toutes les composantes électriques qui interviennent directement sur son mode de fonctionnement, et d'en calculer également sans aucun autre besoin de capteur quel qu'il soit, d'en calculer les rendements, les couples, les vitesses, et de faire une espèce de fiche d'identité effectivement de ce moteur-là, en fonctionnement normal, sans avoir besoin bien évidemment de le ressortir et de le passer sur un banc de test classique. Donc on voit bien l'intérêt qu'on va pouvoir ressortir de ce genre de produit. Donc on le voit, il est présenté ici. Donc il ressemble comme deux gouttes d'eau à ses grands frères, les 434, 435, mais en fait il est plus proche du 435 puisque c'est un appareil de classe A en fait. Donc alors aujourd'hui en plus on voit une petite mise en situation ici où on est sur la possibilité d'avoir des mesures sur des filtres par exemple, donc on le raccorde ici, et on a la possibilité aussi maintenant, parce que bien évidemment on est quand même en 2018, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de transferts qui vont se faire directement sur les téléphones portables, des tablettes et autres pour pouvoir permettre de faire un suivi temps réel par exemple ou des enregistrements. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, juste rapidement, donc je m'appelle Patrick Aubry, on s'est déjà croisé avec certains d'entre vous, mais je suis responsable du pôle formation d'ISRAM, donc sur des domaines qui vont toucher la partie analyse d'énergie bien évidemment, la partie thermographie et des parties un petit peu spécifiques comme la mesure de vibration et la mesure sur des détections ultrasons sur les sites industriels. Alors, j'aimerais bien que je puisse passer mon... voilà. Alors donc, une petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas, mais très rapidement. Donc Distrab est une société qui existe depuis 1979, spécialisée dans la fabrication et la distribution d'appareils de mesure électrique dans beaucoup de domaines qui vont toucher le domaine électrique, le domaine électronique, mesure physique, et depuis 2018, spécialisé aussi dans l'efficacité énergétique avec des dispositifs qui permettent d'instrumentaliser complètement un site industriel, un immeuble pour récupérer des informations de température, humidité, toutes les grandeurs qu'on peut imaginer pour pouvoir avoir une cartographie du bâtiment. Secteur d'activité, vous voyez, industrie, bâtiment, ciment, recherche et autres. Alors là, vous avez le siège, donc vous avez le numéro du siège, mais on a une couverture nationale complète. Donc en fonction de ça, vous avez toujours de toute manière un intervenant qui est au plus proche de vous. Alors, présentation du 438-2, puisque c'est son petit nom. Alors le 438 donc, introduit un nouveau standard dans le domaine de l'énergie, puisqu'il permet donc, de localiser, de prédire, de prévenir donc, et de résoudre des problèmes de qualité de circuits d'alimentation triphasés et des systèmes de distribution électrique monophasés. Donc c'est un produit qui a l'avantage d'être assez universel, au sens où il s'adapte à tous les types de configurations réseau. C'est un appareil qui, dans sa forme, comme vous pouvez le voir, est portable, bien évidemment, on travaille sur batterie. Donc on est forcément sur des mesures flottantes, on a une isolation entre voies qui est très importante. Donc tout l'aspect sécurité est un aspect qui est très important sur ce genre de produit et qui est vraiment géré au plus près sur ces produits-là. Donc la grande nouveauté du 438 réside
effectivement de la mesure d'information mécanique et électrique nécessaire à l'évaluation du rendement d'un moteur in situ. Alors là, on a un 430, alors c'est pas un 438, c'est un 435, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'on travaille sur la base d'un appareil de classe A. Et sur les appareils de base de classe A, par exemple, vous avez la possibilité de rajouter des modules GPS. Alors, non pas pour avoir une géolocalisation, mais avec un appareil de classe A, à partir du moment où vous avez un module GPS, vous allez pouvoir récupérer un top de synchronisation qui tient au GPS, qui est calé sur une horloge atomique. Donc, si vous avez une campagne de mesure à réaliser de façon fine et qui doit être normative et légale, vous avez la possibilité de placer, par exemple, 2-3 appareils sur des départs et de mettre tous ces éléments-là en synchronisme afin de récupérer des courbes qui peuvent être placées sur les mêmes graphiques et qui auront donc valeur légale auprès d'EDF si jamais c'est auprès d'EDF qu'on veut montrer un certain nombre de dysfonctionnements. Donc là, on est sur cette base-là aussi, sur 438, donc c'est important pour la qualité métrologique du produit. Donc il est bien IEC 61430 qui correspond à la classe A. Donc il permet de réaliser des mesures aussi de qualité du produit électricité selon le N50160. Donc le N50160, c'est une norme importante qui nous permet d'avoir une idée assez précise de la qualité d'un réseau. Donc là, on n'est pas sur la partie énergie, mais en tout cas au niveau de la ressortie d'un certain nombre d'informations sur les valeurs efficaces sur les 3 phases. On va pouvoir ressortir le THD sur les 3 phases. On va pouvoir avoir des informations sur les creux de tension, les surtensions, les coupures, le flicker, la fréquence, éventuellement les télécommandes si on en a. Et on peut faire ça sur plusieurs jours, jusqu'à une semaine, mettons. Et ça va nous donner une fiche d'identité en fait du comportement de notre réseau. Et comme on a fait ça sur une semaine, on a la chance d'avoir bien évidemment eu tous les produits présents sur le site qui ont commuté à un moment ou à un autre sur le réseau, et donc on a une idée très fine en fait du comportement du réseau. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il permet également des calculs de coûts de déperdition énergétique liés à une mauvaise qualité du réseau électrique. Donc on est d'accord avec des paramètres classiques. Donc selon une norme qui s'appelle l'ITRESE 1459-2000. Et grâce aux algorithmes qui sont contenus en fait dans cette ITRESE, on a la possibilité de déterminer en fait des coûts de non-qualité du réseau et d'en déterminer au final un coût annuel de non-qualité sur un certain nombre de paramètres. Il y en a 5 principaux. Et ça permet de se faire une idée assez précise de ce que nous coûte notre installation liée en fait à ces défauts de structure et à tout ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est sous forme d'un tableau. C'est assez synthétique et c'est pour le coup très parlant en fait. Donc il mesure, alors en plus bien sûr le 438 maintenant, donc la puissance mécanique, le couple, les régimes sur les moteurs asynchrone à démarrage direct ou sur les moteurs asynchrones à variateur de vitesse, donc combiné avec les mesures d'alimentation électrique et la qualité du réseau électrique. Donc la fonctionnalité d'analyse moteur fournit des informations utiles sur toutes les variables opérationnelles, mécaniques et électriques d'un moteur et sur son rendement in situ. Donc ça, c'est intéressant pour les sociétés, par exemple, qui vont faire, je ne sais pas moi, du traitement d'eau, des stations d'épuration, par exemple, où vous avez une multitude de moteurs avec des pompes de relevage, des choses comme ça, où là, c'est pas du tout simple, effectivement, d'extraire un moteur pour pouvoir l'instrumenter sur un banc. Et là, le fait de pouvoir le faire in situ, c'est un gros pas et un gros intérêt pour eux, en fait. Alors, donc en quoi c'est intéressant dans la 438, bien évidemment, c'est la maintenance prédictive, donc détection et l'anticipation des problèmes qui vont être liés à la qualité du réseau électrique avant qu'il ne provoque des problèmes et des temps d'arrêt. La mesure des paramètres clés, donc sur un moteur à démarrage direct et les moteurs entraînés par des systèmes en fréquence variable, donc dont le couple, le régime et la puissance mécanique et le rendement du moteur changent. On va faire l'analyse dynamique du moteur aussi, donc en traçant le coefficient de déclassement du moteur par rapport à la charge conformément aux directives NEMA ou CEI, on va avoir une idée en fait de la dynamique du moteur en enregistrement, en fonctionnement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça va nous apporter des informations sur, en fonction de la charge du moteur, par exemple de ses vitesses et de l'environnement, de savoir s'il y a des conditions qui font qu'on doit apporter un déclassement au moteur sur lequel on travaille
Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on va utiliser le moteur dans des puissances, des vitesses et des couples qui ne sont pas utilisables en fait de façon standard pour lui, et on va avoir des taux de panne qui vont être beaucoup plus importants, des casses moteurs très régulières, etc. Donc ça permet d'avoir cette visibilité. On peut faire le calcul de la puissance mécanique et du rendement, donc sans passer par des capteurs mécaniques, en branchant simplement les conducteurs d'entrée. Donc il y a un algorithme de calcul spécifique dans ce produit-là, en fait, qui prend en compte uniquement les informations électriques pour pouvoir les transcrire effectivement sur les informations à donner sur ces mesures de rendement, de couple et autres. Et on aura aussi, ce qui est important aussi pour les moteurs, la possibilité d'avoir des affichages automatiques de transitoires. On va pouvoir avoir des visualisations jusqu'à 6 kV avec une résolution de 5 microsecondes. Donc c'est quand même un appareil qui est à la fois pour de la surveillance, mais pour des cas spécifiques, quand on rentre dans certains menus, on va pouvoir aller chercher des informations très fines avec des problèmes, par exemple, de transitoire sur certains équipements qu'on a du mal à capter avec d'autres produits. Là, on aura la capacité d'aller les chercher. Donc, c'est un appareil qui est... Je ne parle même pas de la partie moteur, mais de la partie purement analyse d'énergie électrique, qui est déjà très, très puissant et très, très efficace. Alors, quelle fonction 1438 peut traiter? Donc, alors, juste une petite aparté quand même, ça c'est le petit côté écolo pendant 2 minutes. Donc, la 438 permet d'effectuer donc 2 grandes fonctions aussi importantes l'une que l'autre, qui permettent de prendre en compte une très grande partie de la maintenance des réseaux électriques, donc sur le plan curatif et préventif. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est un appareil qui est très intéressant et il permet donc d'acquérir une somme importante de données qui permet d'agir sur l'efficacité énergétique des réseaux et réaliser les économies d'énergie qu'on attend tous. Et qu'il y a un petit rappel quand même, c'est que la demande en électricité va augmenter dans les années qui vont venir de l'ordre de 40% à peu près d'ici 2030. Donc on voit à peu près les courbes, ici, vous voyez les courbes de CO2, et on voit la courbe de la demande d'électricité, donc liée à un certain nombre de choses qu'on connaît bien tous. En partie, par exemple, le fait qu'un certain nombre de véhicules vont passer en tout électrique, et forcément, ça va créer de la demande, donc on va avoir une augmentation qui est très importante. Donc il est clair et net qu'il va falloir qu'on gère quand même au mieux toute la partie efficacité énergétique, et que dans le domaine industriel ou dans d'autres domaines, dans le domaine tertiaire aussi bien évidemment, on va avoir à gérer au plus fin maintenant et à piloter de façon très très fine un certain nombre de paramètres pour essayer de rester dans des normes, dans des barrières qui font que on n'aura pas de surconsommation liée à peut-être un taux d'harmonie trop important, à des équipes trop importants, à des effets Joule trop importants sur certains points, etc. Donc là, on a besoin d'un outil de pilotage qui nous permet de faire ça. Et bien évidemment, la partie moteur aussi est très 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 importante, puisque les moteurs électriques, comme on va le voir sur ça qui suit, c'est quelque chose de très important pour nous. On commence par la consommation, par exemple. Donc, on voit que les moteurs électriques, vous voyez, sont l'élément clé de nombreux procédés industriels. Ils peuvent représenter, et ça, c'est pas une gageure, jusqu'à 70% de l'énergie totale consommée sur un site industriel. Donc, si vous êtes sur un site industriel où il y a beaucoup de production, vous allez facilement vous retrouver avec des valeurs de cet ordre-là. Donc, agir sur l'environnement électrique, réseau, sans avoir à travailler justement spécifiquement peut-être sur chacun des moteurs pour essayer de voir s'ils sont dans leur mode de fonctionnement nominal, c'est une grosse erreur, parce que là, de ce côté-là, on a vraiment, vraiment beaucoup à aller chercher. Donc, une utilisation efficace de l'électricité n'est donc pas un simple plus, dans le monde auquel l'efficacité énergétique peut faire la différence pour un site industriel entre un site qui va être rentable et un site qui va avoir des pertes financières. Donc, au-delà de l'intérêt de cet outil-là, bien évidemment, pour des questions de maintenance fonctionnelle, donc là, on se met dans l'aspect du technicien, de l'ingénieur de maintenance ou du responsable de site qui a besoin de faire fonctionner 24h24 ces équipements. Là, on va être dans une analyse un petit peu différente, qui va être fonctionnelle, bien évidemment, une maintenance pure et dure, mais qui va être aussi
sur le fait qu'en utilisant de façon optimale et en analysant les points qui peuvent être problématiques sur les équipements, on va avoir une gestion de l'efficacité énergétique qui va être optimale, donc des économies à la clé, et d'où l'intérêt effectivement de voir que sur les sites industriels qui sont des fois un petit peu tendus, quand on voit le surcoût que peut représenter toutes ces non-qualités agglomérées, si vous voulez, ça peut être la différence entre le fait de passer du rouge au vert et sur un résultat d'entreprise. Donc c'est un gros appui pour, bien évidemment, les gens en interne des entreprises, les responsables de site. Je parle des techniciens et je parle des responsables et des directeurs, mais je parle aussi de tous les gens qui font métier d'apporter des solutions aux entreprises et de réaliser des audits, où là, il y a vraiment quelque chose de fort à apporter. Donc, cette volonté d'identifier des économies en améliorant l'efficacité énergétique est conduite en plus et soutenue, bien évidemment, par un certain nombre de normes. Donc, il y a une norme qui est bien connue, qui est tout en haut, en fait, de la réglementation sur la partie énergie, qui est l'ISO 50001. Et après, on a des normes ici qui sont détachées, qui sont obligatoires dans les entreprises maintenant de plus de 200 personnes. Donc, la NFEM 16247-1 et la 16247-3. Donc, ces trois normes-là sous-tendent fortement, en fait, l'intérêt et l'utilisation d'outils de cet endroit-là en tant qu'outils experts qui vont permettre d'aller analyser finement une information, une donnée, afin de mettre en place des solutions de modification. Donc là, juste tout petit aparté, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais donc la 50001, c'est un système de management d'énergie qui agit sur une information en PDCA, c'est-à-dire c'est plan de chèque, c'est planifier, faire, vérifier, agir. C'est-à-dire qu'on pose un appareil expert, on analyse une situation pendant un certain temps, on la décortique, on agit et on vérifie après effectivement sur le long terme que l'action qu'on a eue est vertueuse et va nous permettre de réaliser des données d'énergie. Et après, il y a donc deux normes qui sont les audits énergétiques sur la 16247 qui sont obligatoires depuis le 30-06-2016 pour les entreprises de plus de 250 salariés qui réalisent au moins 50 millions de chiffres d'affaires. Et donc là, on est sur des normes européennes qui spécifient les méthodologies et les livrables de l'audit énergétique. Donc ça s'applique directement à ce qu'on voit ici. Et une partie qui est plus spécifique ici sur le process. Ça, c'est des définitions normatives génériques, la façon dont on réalise l'audit, et ça, c'est le côté applicatif process. Donc ça, c'est fait soit en interne par les entreprises un petit peu solides qui ont déjà une assurance qualité qui tient la route, soit elles s'adressent à des sociétés externes qui font ces audits-là et qui sont chargées de les faire sur le long terme, puisque bien évidemment, ces audits ne sont pas définitifs et vont devoir se répéter tous les 3 ans. Alors, moteur électrique, donc rapidement, on comprend que l'électricité est une source d'industrie importante. Les moteurs électriques consomment les 2/3 de l'électricité dans le monde entier. De vieux systèmes de moteurs inefficaces peuvent être en place depuis de nombreuses années. De nouveaux systèmes, bien qu'efficaces sur le papier, ne fonctionnent peut-être pas dans les conditions optimales et gaspillent de l'énergie. Donc, il convient effectivement de réformer un certain nombre de moteurs qui sont en dehors de le spécif depuis de longues années et qui consomment comme ça n'est pas permis. Et puis également vérifier si le dimensionnement d'un moteur qui a été calculé à un instant T correspond effectivement à ce qu'on a pu, ce qu'on peut rencontrer sur le terrain à partir du moment où on l'a mis en fonctionnement et qu'on s'aperçoit que peut-être le dimensionnement et le calcul papier à l'origine ou logiciel n'est pas tout à fait le même quand on se situe sur le terrain. D'où l'intérêt de pouvoir facilement récupérer ce genre d'informations sans avoir besoin d'extraire le moteur. Et ça, c'est un gain énorme. Donc, tout ça pour dire que l'examen systématique est conditionné par 50001 et ça permet effectivement d'économiser de l'énergie. Donc, les 3 principaux facteurs ayant un impact sur l'efficacité du moteur, ça va être la classe d'efficacité du moteur, la charge du moteur et donc au final le déclassement du moteur. Donc là, on voit à peu près, vous voyez, les consommations donc sur un site. Vous voyez l'éclairage ici, vous avez le chauffage, vous avez l'électronique et vous avez la partie moteur. Donc on comprend que passer au travers d'une analyse fine de tous les moteurs qu'on peut rencontrer sur un site, c'est clairement une erreur majeure, quoi. Alors, premièrement, la classe d'efficacité du moteur. Donc la classe d'efficacité du moteur, on l'a ici, est indiquée en général sur les plaques signalétiques. Donc de la plupart des moteurs électriques, c'est un chiffre avec lequel le moteur devrait convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Ça nous donnera le rendement.
et les moteurs présentent différentes classes d'efficacité. Alors aujourd'hui, on a des moteurs qui ont des classes de rendement extraordinaires. Ça a évolué de façon assez incroyable depuis quelques années. Par contre, on est sur des moteurs qu'il faut correctement protéger et sur lesquels le raccordement au réseau doit être fait de façon optimale et surtout qu'on soit sur un réseau qui ne soit pas un réseau problématique, pollué, déséquilibré, qui fait que de toute manière, dans ces cas-là, on peut utiliser un moteur avec les meilleures caractéristiques et le meilleur rendement possible, il va fonctionner de toute manière dans un régime qui ne sera pas le régime optimal. Donc, le fait d'avoir les deux informations est primordial. Alors, il y a quelques noms de classes ici, d'efficacité énergétique, en CEI, on les a ici, en EMA, c'est plutôt les standards américains. Donc, le remplacement d'un moteur d'une classe peu élevée par un moteur de classe efficace supérieure requiert un investissement, mais comme les coûts du capital initial représentent seulement 1% du coût total pour une durée de vie de 20 ans du moteur d'énergie, 90% du reste et tout l'environnement. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, donc on a trois zones de coûts. Donc, on a le coût d'achat initial du moteur. Donc, on considère le moteur utilisé pendant 20 ans, ce qui est déjà une belle période d'utilisation pour un moteur. Coût initial, vous avez 1% donc, du coût global. Après, vous avez les coûts qui sont dus à des coûts de réfaction. Ici, vous avez des coûts de rebobinage. Et puis après, vous avez les coûts qui sont liés à l'énergie sur le moteur. Parce que bien évidemment, il faut prendre ça en compte. Et à partir du moment où on va pouvoir faire une analyse un petit peu fine de cette partie-là, on va sans doute pouvoir optimiser et rogner une partie de ces coûts énergétiques qui, au final, va rendre le coût d'achat du moteur aussi bien moindre. Donc, on va jouer sur deux niveaux. On va jouer sur le coût global du moteur tout au long de sa vie et on va jouer aussi sur le côté consommation sur le réseau. La charge du moteur, donc la charge du moteur, bien évidemment, c'est la capacité du moteur correspond à sa charge mécanique. Donc, trois situations, surcharge, le moteur est trop petit pour la charge accomplie, le moteur surchauffe, il aura une durée de vie réduite et peut connaître régulièrement des pannes. Donc, il va perdre de l'énergie sous forme de chaleur et offrir une faible efficacité énergétique. Sous-charge, le moteur est trop grand pour la tâche à accomplir, il va fonctionner à une fraction de sa puissance spécifiée et un courant électrique excessif et inefficace. Donc là, on ne va pas être dans un fonctionnement nominal. Donc, bien évidemment, 438 va nous donner les informations sur tout ça. Et en charge nominale, a priori, là, on a une bonne adaptation entre les caractéristiques du moteur et ce qu'il est censé réaliser en termes de charge, de vitesse et éventuellement de fonction. Parce que vous savez très bien qu'un moteur, en principe, il est dédié à un type de fonctionnement spécifique. Je sais pas moi, un moteur de tapis roulant, bien évidemment, ça va pas être le même besoin qu'un moteur d'une pompe de relèvement d'eau, quoi. Donc, il va falloir qu'on puisse analyser toutes ces petites choses. Alors, on va pouvoir déclasser le moteur dans ces cas-là aussi. Donc, on aura des informations de déclassement sur le 438. Donc, il va nous donner l'information que le moteur doit être utilisé donc au-dessous de sa puissance spécifiée, donc en raison de la mauvaise qualité de l'alimentation électrique. Un déclassement réduit l'efficacité énergétique du moteur. Donc, ignorer le déclassement peut provoquer des pannes précoces et donc la réduction de la durée de vie. Il existe 4 principales raisons de déclassement. Donc, le déséquilibre de tension, qui est très important. Donc, les 3 phases de la tension d'alimentation n'ont pas les mêmes valeurs. Ça cause une contrainte mécanique et une perte d'efficacité dans le moteur. Donc, ça va jouer très très vite. Dès qu'on va commencer à avoir un déséquilibre de 1%, on va dire, entre une phase et les autres, on va commencer déjà à avoir un certain nombre de contraintes qui vont apparaître au niveau du moteur. Ça va très très vite. Les harmoniques de tension. Alors, d'autres fréquences donc de plus de 50-60 Hz, toutes les fondamentales. Alors, fondamentalement, comme on a en général en raccordement delta triangle sur les moteurs, on n'a pas d'harmonique de rang 3. On n'a pas, donc c'est multiple non plus. Par contre, on va traiter spécifiquement les harmoniques de rang 5, de rang 7 et tous les multiples de cette partie-là. Donc ça, les harmoniques, quand elles sont présentes sur un réseau et qu'elles servent à alimenter un moteur, elles vont créer, en fait, puisqu'elles ont des valeurs différentes, des phases différentes, elles vont créer des couples statoriques, ce qui fait que, bien évidemment, au lieu d'alimenter correctement les différentes composantes de notre moteur, on va se retrouver avec des aberrations d'alimentation qui vont créer effectivement des coupes statoriques, qui vont créer des problèmes après sur l'aspect mécanique
et qui vont créer une fatigue supplémentaire du moteur qui va non seulement échauffer les stators, donc on va avoir l'effet Joule, et qui vont avoir un effet direct en fait sur la durée de vie du moteur et la façon dont il va se tenir dans le temps. Hein. Donc ça, cette partie harmonique de tension, c'est particulièrement importante. Hein. Alors les sur ou sous tension, donc la tension d'alimentation est trop haute ou trop basse, donc par rapport à la tension des moteurs spécifiés, deux situations réduites d'efficacité du moteur, parce qu'on sait bien que les variateurs ont leurs besoins, et les températures élevées, donc une température élevée du moteur, un effet négatif sur les performances du moteur aussi, bien évidemment, ce qu'on voit d'ailleurs sur la plaque signalétique du moteur. Alors, contrôle de l'efficacité du moteur, hein, donc comment ça se passe sur le 438 hein, donc le contrôle de l'efficacité du moteur nécessite donc une approche en deux étapes. Il faut d'abord donc examiner la plaque signalétique du moteur, puis utiliser un outil de mesure de l'efficacité du moteur. Donc la plaque signalétique en général, alors à moins que ce soit un très vieux moteur, elle est quand même en général accessible, elle est assez facilement lisible, et on va pouvoir renseigner tout un tas d'informations que je vais vous montrer sur le slide qui suit derrière, directement. Ça sera notre base, hein, ça sera notre base d'analyse. Hein. Donc il faut bien que le 438 ait des informations quand même pour faire son calcul en fonction des informations qu'il va mesurer. Mais comme il n'y a pas de capteur de couple, comme il n'a pas d'autres types de capteurs, si vous voulez, il va quand même falloir qu'on renseigne correctement grâce à cette petite plaque signalétique des informations. Alors, ce que vous pouvez dire aussi à la limite, c'est que c'est gentil à partir du moment où un moteur est relativement neuf, que sa plaque signalétique est existante, et surtout que c'est un moteur qui n'a pas été rebobiné. Parce que quand un moteur est rebobiné, on peut imaginer que ses caractéristiques ont un petit peu changé et elles ne sont plus tout à fait les mêmes, effectivement, que celles qu'on peut voir sur une plaque signalétique. Alors, c'est pas faux, mais ce qui est intéressant avec le 438 sur un appareil qui a été rebobiné, on peut accepter à la limite qu'on ait une certaine variation, mais ça va nous permettre de toute manière de faire un point zéro, si j'ose dire, au moment où on va réinstaller le moteur et on va venir régulièrement, peut-être tous les 3 mois, ou 6 mois, refaire une mesure, étant donné que ce n'est pas des mesures qui sont contraignantes, pour avoir une traçabilité effectivement du comportement du moteur. Voilà, donc sur le long terme, ça va nous permettre de voir où on se situe sur ce genre de choses. Hein. Alors ces données, donc, ces données sont déterminées dans les conditions de laboratoire, mais la efficacité du moteur peut être différente dans les conditions de fonctionnement réel. Ça on a compris. L'outil de mesure d'efficacité du moteur, donc un outil de mesure d'efficacité du moteur mesure l'efficacité réelle avec laquelle le moteur se transforme en électricité en énergie mécanique. L'outil mesure également les facteurs qui influent sur l'efficacité, ce qui permet de remporter les mesures correctives si l'efficacité est inférieure, avec les fameux objectifs de l'ISO 50001 ou des 16247 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc un outil pratique n'a besoin que de connexion électrique sur le moteur et peut être utilisé sans interrompre le fonctionnement du moteur. Donc ça c'est très important aussi, parce que même en fonctionnement nominal, on laisse continuer le moteur à faire son ouvrage, son fonctionnement, et bien on a juste à récupérer les informations. On va pouvoir les dépouiller, les archiver, les utiliser en tant que référence et revenir un petit peu plus tard pour voir ce qui se passe. Alors les écrans de configuration du 438, hein, donc là on voit, alors, c'est en anglais, j'en suis désolé, j'ai un peu prévu en français, mais on a un écran de configuration du 438 hein, où on voit que là on va s'attacher à la plaque cinétique du moteur pour donner des informations sur l'algorithme de mesure. Hein. Cette information détermine donc, les caractères mécaniques à partir des signaux électriques qui sont utilisés pour les mesures. Donc comme on le voit ici, il est quand même essentiel de saisir au plus précisément les paramètres de la plaque signalétique pour obtenir des relevés précis et donc pour les moteurs qu'on voit ici, donc type de moteur, 50 tri, raccordement de mesure, moteur triphasé, 3 fils de démarrage direct ou 3 fils de connexion à variateur de vitesse, et raccordement du bobinage du moteur en étoile ou en triangle. Hein. Vous voyez ici à peu près comment ça se présente. Alors ici, on a j'ai fait une petite extraction de notif où on voit les paramètres et les plages au niveau du signalétique, et puis on voit ici donc les valeurs sur lesquelles on peut travailler. Ici, hein, vous voyez, puissance nominale. Alors on a la valeur en chevaux ou en watts, hein, donc on va de 746 watts jusqu'à 746 kilowatts. On a derrière la résolution du watt. La régime nominale, on va en démarrage direct de 300 tours minute à 3600 tours minute, et derrière variateur de vitesse, on va de 800 tours minute à 3600 tours minute. Donc on peut avoir quelques limitations en fonction du type de moteur qu'on va rencontrer. Bon, là aujourd'hui, comme on dit vulgairement, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça, c'est les spécifications
que tient aujourd'hui le 438. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri d'une amélioration de ces parties-là, mais pour le moment, on en est là. Hein. Donc, deux types de tension nominale en 50-60 Hz, on voit les valeurs ici. Hein. On peut aller jusqu'à 1000 volts, par exemple. Courant nominal, on va jusqu'à 1500 ampères. Les fréquences 50 ou 60 Hz, je vais vous le dire. Notre DPS, notre COSFI, on va de 0,01 à 1. Coefficient de service nominal, on va de 1 à 1,5. Et les conceptions de moteur, on les a ici, conception américaine ou française. Hein. Et donc, vous voyez ici les valeurs qu'on ressort. La puissance, la vitesse, la tension, l'intensité, les fréquences, le COSFI, tout le reste. Hein. Vous voyez, donc c'est ce tableau-là qu'on renseigne. Hein. Une fois qu'on a renseigné ce tableau-là, on va rentrer sur sur deux panneaux qui vont nous donner un paramètre mécanique et l'autre un paramètre électrique. Donc, on va commencer à réaliser des mesures. Hein. Donc, déjà, on a renseigné les informations. Là, on est déjà rentré dans la mesure, hein, puisqu'on voit ici un petit symbole qui nous dit que l'appareil est déjà en train de travailler. Et là, il nous donne en temps réel les informations qu'il est en train de donner. Alors, il donne ça sous une forme qui correspond aux classes et aux éléments qu'on a renseignés par rapport à la plaque cinétique du moteur. Et il nous donne ça sous une forme assez visible et lisible, qui est assez courante maintenant, sous 4 couleurs, pour savoir si on est vraiment sur la partie optimale, si on est sur une partie qui commence à être un petit peu attentive, ou sur lesquelles on est vraiment en dehors des clous. Hein. Donc ça permet, vous voyez, d'avoir ici la puissance. Ici, on va avoir le couple, on va avoir la vitesse et on va avoir le rendement du moteur au final. Donc ça, c'est pour les données mécaniques, hein, qui sont des données transcrites, on va dire la partie électrique, bien évidemment, avec les algorithmes de Schultz, mais en tout cas, ça nous donne les informations mécaniques. Et la partie électrique ici, donc avec les paramètres électriques, où là, on va retrouver la puissance électrique, on va retrouver le facteur de puissance, on va retrouver les éléments de déséquilibre, et on va retrouver un taux. Alors, c'est pas le taux qu'on connaît qui est dans les réseaux électriques, un taux qui s'appelle le THD en principe. Là, on est sur un taux qui est un petit peu plus spécifique. Hein, si vous voulez, tout à l'heure, hein, on ne tient pas compte de tous les rangs, mais on tient compte des rangs 5 et 7. Et donc, ça nous donne un pseudo-taux harmonique ici, avec une certaine valeur, et qui va falloir suivre, bien évidemment, pour savoir à quel niveau on se situe. Hein. En tout cas, il va nous donner, en complément de l'information du tableau mécanique, tout un tas d'informations ici sur la partie électrique. Et en même temps qu'on fait les mesures, on a des écrans qui nous envoient des informations en temps réel ici sous forme de tableau, où là on va retrouver les informations de puissance, de couple, de vitesse. On retrouve, vous voyez, toutes ces informations-là qu'il est possible d'avoir. Hein. Donc là, si j'appuie sur cette petite flèche ici, la up-down, je vais pouvoir mettre à l'écran en fait toutes ces informations-là qui vont apparaître. Hein. Vous voyez, ça va sur des choses classiques. On va ressortir ce qu'on a vu tout à l'heure, le couple, la vitesse, le rendement, les fréquences, les harmoniques, les équilibres. On va pouvoir mettre des coefficients de déclassement d'harmonie, de déséquilibre, des coefficients de déclassement total, la puissance active, apparente, réactive, le COSFI, le taux d'harmonie qu'on a vu tout à l'heure, et ainsi de suite. Hein. Et bien évidemment, quand on est, donc là on est dans le mode tableau en fait, hein, il suffit d'appuyer ici, donc sur cette petite touche qui s'appelle Trend. Et là, vous allez rentrer dans un mode qui s'appelle donc le mode tendance, où là, vous allez voir chacune de ces informations-là qui va s'afficher sur votre écran et qui va se dérouler donc de la droite vers la gauche et qui va vous donner en temps réel, en fait, les informations de ce que vous êtes en train d'enregistrer. Alors, temps réel, bien évidemment, une fois que vous allez enregistrer vos données, ces informations-là, vous allez pouvoir les récupérer a posteriori aussi, puisque tout sera entièrement archivé sur votre mesure. Hein. Donc, vous pourrez retravailler ça tranquillement à partir du logiciel après et éditer le rapport qui correspond à ce qu'on est en train de voir. Hein. Donc ça peut permettre d'avoir effectivement déjà une rédaction de rapport extrêmement fine, extrêmement pointue sur ces parties-là. Donc la conclusion là-dessus, hein, donc résumé d'efficacité énergétique, hein, donc dans l'industrie, elle doit être clairement améliorée pour éviter d'atteindre trop tôt les limites d'émissions de gaz à effet de serre convenues, hein, qu'on a vu tout à l'heure. La 50001 nous aide à ça et les 16247 qu'on a vu nous incitent aussi fortement à le faire. Donc qu'on soit acteur premier niveau, si j'ose dire, à savoir industriel, et qu'on doit atteindre ces objectifs-là, ou qu'on soit dans une situation effectivement d'apporter des solutions à des clients en tant que
sociétés d'audit, sociétés de prestation, etc. Donc il est important d'avoir ça en tête, je pense. Et on a beaucoup à gagner de ce côté-là, parce que des moteurs qui sont utilisés en dehors de leur spécification complètement, il y en a, je pense qu'on peut dire qu'il y en a des millions en France, hein, sans risque de se tromper, hein, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les moteurs aujourd'hui sont absolument partout, quoi. Alors, juste pour terminer sur cette partie-là, donc l'offre service d'Istran, donc ce qui nous concerne la partie analyse d'énergie, et donc on a donc 2 formations spécifiques sur cette partie-là. Une formation une journée sur les bases d'énergie électrique, et puis une deuxième qui se fait sur les bases d'énergie électrique et des pollutions harmoniques associées. Et je vais mettre en place une troisième formation qui sera liée justement au 438, où là, il y aura un volet spécifique, très spécifique sur la partie moteur, bien évidemment, qui n'est pas repris en compte sur cette formation-là. Donc ça, je vais rajouter ça, qui s'appellera sans doute, ça va me demander une journée supplémentaire, je pense qu'il a des chances de s'appeler Énergie 3M pour Énergie 3 moteur. Alors ces formations-là, on peut les faire bien évidemment directement sur tous les sites, hein, puisque c'est toujours beaucoup plus efficace effectivement d'avoir la possibilité de réaliser les mesures directement sur les équipements clients. Et ça permet d'avoir une remontée d'informations immédiate et puis d'avoir une prise en main en tout cas de cette partie-là beaucoup plus efficace, hein. Juste une aparté aussi, on a un pôle de location qui est important maintenant, qui fonctionne très bien sur tout un tas de produits différents. Donc si vous n'avez pas la vocation à forcément acheter un produit que vous allez utiliser pendant un laps de temps court, n'hésitez pas à contacter Jennifer Rodari sur ce besoin-là, qui serait fera une joie de vous dire si elle est en capacité, et je ne doute pas qu'elle pourra le faire, de vous apporter une offre de location là-dessus, hein. Sinon, pour me recontacter, vous avez mon numéro ici, de toute manière, hein. Et de mon côté, pour ceux qui me demanderont, je pourrais vous envoyer aussi le PowerPoint que je viens de vous passer, hein. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça, ça sera même avec un grand plaisir, hein. Voilà à peu près le PowerPoint que je vais vous passer pour le moment. Donc en tout cas c'est un dossier qui est un peu condensé, qui demande beaucoup de développement parce que c'est quand même un produit qui est très novateur, qui est très spécifique et qui demande à ce qu'on rentre vraiment dans le détail. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip, voilà, j'en reviens. Qui demande à ce qu'on rentre vraiment dans le détail. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter à ce niveau-là pour qu'on en reparle. Je pense d'ailleurs même que ça passe par des présentations de matériel, bien évidemment, des démos, hein, pour rentrer un peu dans le vif du sujet et voir l'intérêt de la chose. Mais je suis vraiment très positif de mon côté parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait au niveau de l'énergie, et là on a une espèce de complétude au niveau d'un outil qui est quand même très complet sur tout ce qui nous préoccupe au quotidien. Et là, ça vaut le coup de regarder de près, à mon avis, de quoi il retourne. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Monsieur Leroy, je pense, c'est ça, oui? Oui. Vous m'entendez? Ah ouais, je vous entends très bien. J'ai l'impression que vous êtes toujours à côté, là. Non, c'est vrai que moi je cherchais surtout à avoir des informations sur. Bon, je posais déjà le 435, donc je me souviens, oui, bien sûr. Ouais. Je fais déjà pas mal de mesures énergétiques en industrie, et c'est vrai que pour moi ce complément est intéressant pour proposer à mes clients, je dirais, quelque chose de plus, quoi. Donc, surtout sur la partie motorisation. Après, je pense qu'il existe aussi, d'après ce que j'ai pu voir, un logiciel, un kit d'adaptation pour 435. Oui, tout à fait, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de développement hardware, en fait, au niveau de ce produit-là, hein, c'est juste, bien évidemment, un algorithme de calcul qui est interne au 435. Donc, on a la possibilité d'avoir un upgrade, une mise à jour, en fait, qui va vous donner les fonctionnalités du 438 sur votre 435 sans problème. Je me souviens plus, c'est un 435 série 2, vous avez? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc sur un 435 série 2, il n'y a aucun problème, on peut vous faire une mise à niveau, effectivement, sans aucun problème. D'accord.
Donc ça peut être intéressant parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on n'a pas trop abordée jusqu'à présent, enfin en tout cas que toutes les entreprises capables d'apporter des solutions à des industriels sur du conseil, sur de l'audit, etc., n'ont pas abordé puisque ça n'existait pas jusqu'à présent et c'était quand même assez lourd. Hein, donc c'était plutôt réservé aux fabricants, on va dire, ou aux entreprises qui sont outillées pour faire du rebobinage, des choses comme ça. Donc le fait d'extraire un moteur, de le mettre sur un banc, de l'instrumenter et puis de faire des tests réels, ce qui est toujours le mieux, hein, ceci dit, hein, je vous dis ça quand même, pour être tout à fait honnête. Hein, à partir du moment où vous extrayez le moteur, que vous le mettez sur un banc de mesure, que vous mettez les capteurs de couple, que vous mettez les capteurs de vitesse, etc., il est clair que là, on se met dans les conditions métrologiques les meilleures possibles pour faire les mesures les plus précises. On imagine bien, quoi. Bon, par contre, là, on a quelques limitations dont on pourra parler sur le 438 sur certains moteurs, mais on va dire que pour 70 à 80% des moteurs, ça peut faire le boulot et ça le fait, comme on l'a vu tout à l'heure, in situ, sans être obligé de débrancher quoi que ce soit, et même le fonctionnement du moteur encore en cours. C'est quand même assez étonnant. Donc ça, c'est un vrai plus. Et je peux vous dire que tout ce qui est entreprise, effectivement, je citais tout à l'heure, les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'épuration, où vous avez beaucoup de pompes de refoulement, de remontée, etc., sont très intéressés par rapport à ça, parce que c'est une vraie problématique qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont beaucoup de moteurs qui sont utilisés en dehors de leurs spécifications, et le fait de pouvoir le savoir de quantifier, c'est quelque chose de très important. Donc, de toute manière, je peux vous envoyer des infos complémentaires, de toute manière, là-dessus, si vous voulez. Hein, parce que, bon, forcément, c'est un paramètre qui ne peut être que générique. Hein, on ne peut pas faire une chose comme ça, rentrer dans un détail beaucoup plus fin. Hein, ça demande forcément de rentrer dans le cas de tout un chacun. Hein, c'est pour ça que j'invite chacun à revenir vers moi. Mais ça mérite vraiment, effectivement, un joli coup d'œil parce que, voilà, pour vous, dans votre situation, je pense que ça peut vous apporter certaines ouvertures, peut-être vers certaines sociétés sur lesquelles c'était peut-être pas simple pour des raisons XY de rentrer, et ça peut mettre une corde supplémentaire à votre arc, à mon avis. Oui, tout à fait, je pense. C'est intéressant de le juger sous cet aspect-là, je pense. Hein. Vous avez eu l'occasion d'aller voir sur le site Fluke un petit peu, justement, les spécifs, peut-être un peu dans le détail, peut-être déjà? Oui, j'étais allé voir un petit peu sur le site Fluke, oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Donc après, la situation après, à mon avis, c'est effectivement d'avoir un appareil, de faire un test et puis voilà, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière au niveau donc, de la lecture de la fiche signalétique, du rentrée des données, ça se passe très bien. La partie mesure, en général, elle ne pose pas de problème particulier derrière. Alors après, ça demande un petit peu quand même d'exercice sur la récupération des données, sur ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du suivi du rendement et du déclassement éventuel du moteur. Hein. Donc ça, c'est pas forcément aussi intuitif, même si ça l'est, mais enfin bon, ça demande quand même un minimum de connaissances. Mais après, pour le reste, c'est assez remarquablement simple à mettre en œuvre, quoi, en fait. D'accord. Donc, moi, je me tiens à votre disposition si tant est qu'il y a un besoin particulier. Et puis, je vous envoie ça. Vous voulez que je vous envoie le PowerPoint peut-être, non? Je veux bien, oui. Ouais, je veux bien. Et puis, c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir aussi une offre pour le kit logiciel. Pour vous dire pour la mise à hauteur. Pour la mise à jour. La mise à jour, d'accord. Ok. D'accord. Je me souviens plus qu'est-ce qui s'occupe de vous. C'est Olivier Laborde peut-être. Hein. Oui, je crois, oui. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Je sais plus, oui. Bon, je vais lui demander de vous envoyer quelque chose là-dessus. Hein. Oui, alors attendez, j'avais une autre question. Je sais plus. Oui, est-ce que le système fonctionne aussi pour les moteurs synchrones? Non. Non. Non, il fonctionne que sur la synchrone pour le moment. D'accord. Donc, on aura sans doute des évolutions dans les temps qui vont venir, hein, puisque Fluke a commencé à sortir ce 438, si vous voulez, il y a, je vous dirais maintenant, ça passe tellement vite, une petite dizaine de mois à peu près. Mais ça n'était que pour les moteurs qui étaient en raccordement direct réseau. Ce qui est quand même très limitatif, hein, puisque des moteurs qui sont raccordés directement au réseau aujourd'hui, il y en a
plus des masses. Et là, donc, en toute fin d'année dernière, ils ont sorti effectivement maintenant ce module-là qui permet de travailler derrière l'essentiel des variateurs. Donc, ce qui, là, par contre, ouvre très largement, effectivement, le champ d'intérêt de cet appareil-là, ce qui était un peu limitatif. Donc, ils travaillent là-dessus, de toute manière. Hein. Donc, on va voir au fil des mois qui vont venir sur 2018, à mon avis, de nouvelles fonctionnalités arriver. Oui. Et donc, ça, je ne me fais pas de souci là-dessus. Et ils vont essayer d'en faire un appareil universel. Mais ils ont commencé par se concentrer, à mon avis, sur ce qu'on rencontre plus couramment, on va dire, sur la partie maintenance. Et donc, ils ont commencé par se centrer là-dessus. Et par la suite, on va voir un petit peu plus loin. Très bien. Ok, donc je ne sais pas, il y a une autre personne peut-être, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a envie de poser une question. Non, ça n'a pas l'air évident. Ça n'a pas l'air évident. Bah, écoutez, c'est pas grave. Si personne n'a envie de reposer une question, je reviens sur ma base. Donc, ce que je fais, Monsieur Leroy, je vous envoie le petit PowerPoint, hein, là, pour que vous puissiez le détailler un peu. Merci. De toute manière, mes coordonnées, vous les avez hein, pour rentrer un peu tout à fait. Détail sur les questions. N'hésitez pas, je demanderai effectivement à vous donner une idée à peu près donc, de l'upgrade en fait sur cet appareil-là. Et puis, pour la suite, si vous avez d'autres questions sur autre chose, hein, je suis à votre dispo, vous le savez. Hein, de toute manière, hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci. Ok, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous clore la webconférence. Et puis, je vous dis à très bientôt à la prochaine webconférence. Donc, je n'ai pas encore le thème, mais qui sera de toute manière dans le domaine de la maintenance un petit peu plus au sens large. Je ne sais pas si ça sera forcément en analyse d'énergie électrique, mais en tout cas, ça pourrait être de la thermo, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bon après-midi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.